Et on y reviendra, ces images en tout cas en direct à Milwaukee de cette convention républicaine. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. Je vais passer la main à BFM News présenté par Thomas Joubert et Jenna Simba. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Samy et bonsoir à tous. Bienvenue dans BFM News, toute l'actualité de ce lundi en direct jusqu'à 22h avec Jenna Simba. Ravi de te retrouver, Jenna. Bonsoir Thomas, moi aussi je suis ravie de vous accompagner toute la soirée, en tout cas une partie sur BFM News. L'actualité évidemment de cette soirée nous emmène du côté des États-Unis. On va revenir sur toutes les questions autour de l'enquête sur cette tentative d'assassinat de Donald Trump, sur les failles des services de sécurité, sur la circulation aussi des armes et les conséquences pour la campagne présidentielle. Nous serons à Milwaukee dans un instant avec nos correspondants et envoyés spéciaux BFM TV. Une tentative d'assassinat qui représente un tournant dans cette campagne présidentielle. Donald Trump, miraculé, apparaît plus puissant que jamais alors que Joe Biden a décidé de mettre en pause sa campagne et appelle à l'apaisement. Analyse de nos invités dans un instant. Et puis de retour en France, le feuilleton politique continue alors que la semaine est décisive. La France insoumise suspend les discussions sur la formation d'un gouvernement, pause jusqu'à nouvel ordre dans l'attente d'une candidature unique pour la présidence de l'Assemblée. On y reviendra un peu plus tard dans la soirée. C'est donc aujourd'hui que débute la convention républicaine aux États-Unis, la convention du Parti républicain. Donald Trump s'apprête à être investi officiellement comme candidat à la présidentielle 2 jours après la tentative d'assassinat dont il a été victime. Et sans plus attendre, on va donc aller à Milwaukee dans le Wisconsin. On retrouve Benoît Ballet, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur place. Dites-nous dans quelles conditions s'ouvre cette convention. On imagine que la sécurité a été largement renforcée. Évidemment, sécurité extrêmement forte parce que 50 000 personnes sont attendues. Je parle doucement parce que c'est un moment assez spécial qui est en train de se passer derrière nous. Je vous montre sur les images de Marjorie Marcillac. On assiste à une prière. Plusieurs milliers de personnes qui sont réunies dans cette salle sont en train de se recueillir pour recueillir, penser à toutes les personnes qui sont ici. On a notamment entendu les noms de Donald Trump et ses conseillers qui reçoivent des pensées extrêmement spéciales. Il y a également eu un moment de silence, un moment de recueillement pour penser à cette tragédie qui s'est déroulée samedi, donc cette tentative d'assassinat qui a visé Donald Trump. Vous voyez, c'était effectivement un moment assez spécial auquel on assiste. Cette convention nationale des Républicains doit commencer véritablement dans quelques heures, en début d'après-midi. Je vous laisse les applaudissements. Benoît Ballet, on imagine que la moindre apparition de Donald Trump sera scrutée. A-t-il prévu d'intervenir ce soir? Va-t-il vraiment remonter sur scène? Alors, pas de confirmation à l'heure actuelle va-t-on voir Donald Trump sur scène? On ne sait pas encore. Ce qui est certain, c'est qu'il va annoncer aux alentours de 3h30 de l'après-midi, ici 21h30 en France, le nom de son ou sa colistière, celui ou celle qui apparaîtra sur les bulletins de vote avec lui en novembre, et celui ou celle qui pourra devenir son vice-président ou sa vice-présidente en cas de victoire de Donald Trump. On aura cette information-là vers 21h30 heure française. Comment Donald Trump fera-t-il son annonce? Est-ce que ce sera sur son réseau social Truth Social ou est-ce que ce sera ici sur l'estrade? On n'a pas encore la confirmation à l'heure actuelle. En tous les cas, on sait qu'on aura un discours d'investiture. Ce sera le point d'orgue de cette convention. Ce sera jeudi soir, le discours d'investiture de Donald Trump. Bon, et d'ici jeudi, que va-t-il se passer au cours de cette convention, Benoît? Écoutez, c'est une convention qui est divisée en 4 jours. 4 jours avec des thèmes différents, énormément d'interventions et de discours, mais les thèmes les voici. Rendre l'Amérique plus riche, ça c'est pour aujourd'hui. Rendre l'Amérique plus sûre, rendre l'Amérique plus forte, et puis rendre à l'Amérique sa grandeur, le fameux Make America Great Again, qui a fait le succès de Donald Trump en 2016 et qui revient à nouveau en 2024. Donc énormément de discours, il va y avoir des prises de parole de célébrités, mais aussi de républicains. Et là, au moment où on se parle, je vous laisse écouter l'hymne américain.
vous me dites votre réaction. Voilà donc pour ce moment crucial en ce tout début de convention du Parti républicain. Merci beaucoup à Benoît Ballet qu'on retrouvera évidemment tout au long de la soirée. Avec nous pour en parler sur ce plateau, Lise Gosse, éditorialiste de la politique internationale à BFM TV. Merci d'être avec nous. Guillaume Farr, notre consultant sécurité. Et nous accueillons Gilles Miaeli. Bonsoir, vous êtes le directeur de publication de la revue Conflit. Bonsoir. On va revenir évidemment sur cet événement qui a marqué ces derniers jours. Est-ce que Donald Trump sort renforcé de ces événements du week-end, Ulysse Gosset ? Oui, incontestablement, il a beaucoup de chance en ce moment. D'abord, il a échappé à un attentat qui aurait pu mettre fin à sa vie et à sa carrière. Mais aujourd'hui, on a appris que un juge chargé d'examiner le dossier concernant le fait qu'il avait emmené des documents confidentiels de la Maison-Blanche, des plans militaires, des documents sur l'arme nucléaire et qui se trouvait dans sa résidence de Floride, à Mar-a-Lago, eh bien, le juge a décidé de clore le dossier. Et donc, c'est évidemment pour Donald Trump une excellente nouvelle, d'autant plus qu'elle suit cette décision, une autre décision, cette fois de la Cour suprême à l'échelle fédérale des États-Unis, une décision qui est quasiment une garantie d'immunité pour le président, ce qui fait que la route est dégagée, je dirais, jusqu'au mois de novembre prochain. Et que très certainement le fait qu'il ait été victime d'une tentative d'assassinat va faire remonter sa cote non seulement dans son parti qu'il contrôle déjà de toute façon et dont l'emprise sur le parti est totale, mais aussi peut-être à l'extérieur du parti républicain. On le verra dans les jours qui viennent. Les sondages de popularité vont certainement lui apporter également satisfaction. La grande question ce soir, c'est effectivement de savoir qui va être le colistier de Donald Trump pour la campagne. On parle beaucoup d'un sénateur de l'Ohio qui pourrait devenir son vice-président et Trump voudrait l'annoncer ce soir. Est-ce qu'il viendra en personne lors de la convention annoncer cette nouvelle très importante et qui sera le profil de ce vice-président? David Vance? On parle de James David Vance, absolument. C'est un écrivain à succès qui est devenu sénateur dans l'Ohio et qui pourrait effectivement prendre cette fonction. Si c'est le cas, c'est très important parce que c'est l'un de ceux qui a accusé avec le plus de virulence les démocrates d'être responsables finalement de l'assassinat en disant que Joe Biden et le Parti démocrate avaient diabolisé Donald Trump, peut-être incitant donc le jeune homme de 20 ans à vouloir l'éliminer. Donc c'est évidemment une controverse de plus, mais pour Donald Trump, ça serait un signal très important. Et il est important ce nom, Gilles Miaeli, parce qu'on le sait, aux États-Unis, les électeurs votent pour un ticket. Il y a d'un côté le candidat qui vise la présidence des États-Unis et son vice-président. Oui, mais là, nous sommes dans une campagne transformée, peut-être avec un candidat transformé. Ça fait très longtemps, depuis 2016, qu'il y a comme un filigrane la dimension religieuse. Trump n'est pas seulement un candidat, c'est pas seulement un nom politique, c'est un nom providentiel, c'est un nom envoyé par Dieu. Et tout ce qui se passe depuis quelques jours, y compris les choses que Ulysse vient de mentionner tout à l'heure, c'est considéré aujourd'hui comme des miracles. C'était improbable. Il y a une deep state où il y a ces exactement, il y a ces l'État profond qui s'acharnent contre lui et contre toutes ses forces et contre toutes les chances sont contre lui. Il échappe parce que il n'y a pas d'autre hypothèse. Il est protégé par Dieu. Et donc, ce qui se passe depuis quelques jours, c'est qu'il y a des indices que ça y est, Trump aussi y croit. Qu'il se croit transformé, qu'il parle autour de lui, mais c'est incroyable, mais c'est un miracle, ça peut pas être, j'ai bougé ma tête, je regarde jamais le public, cette fois-ci j'ai regardé le public, donc on voit que lui-même est en train de se transformer, et quelque chose qui était, disons, dans l'arrière-plan de sa campagne depuis très longtemps, est en train d'arriver. Et donc, c'est assez symbolique, les premières images qu'on a vues tout à l'heure de la convention de Milwaukee étaient les discours d'un prêtre. Cette salle est à la fois une salle de congrès et une église politique. Illustration de ce que vous nous dites, Lara Trump, la belle-fille du candidat actuel vice-président du Parti républicain, elle s'est empressée de poster sur Instagram un montage mettant en scène précisément Jésus-Christ qui protège Donald Trump, accompagné d'un message biblique « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Toutes ces références religieuses, elles sont très porteuses pour Donald Trump. Alors, il faut savoir qu'à peu près 25% des Américains se déclarent évangélistes. À peu près 70%, entre 2 tiers et 80% des gens qui votaient pour lui en 2016 étaient à peu près 80% des évangélistes votaient pour Trump
en 2016-2020. Donc on peut dire que c'est vraiment sur cette pierre qu'est construite son église politique. Et ce qui se passe maintenant, ça va aller dans ce sens-là et ça va créer aussi un élan beaucoup plus large. Ce qu'on appelle aujourd'hui cette espèce de union nationale, c'est peut-être une sorte d'enthousiasme d'ordre religieux. À travers cette image donc de Messie que vous étiez en train de nous décrire, dans le même temps, on rejoint notre envoyé spécial BFM TV aux États-Unis, Clémence Dibou, alors que débute justement cette convention républicaine à Milwaukee. Des manifestants anti-Trump sont mobilisés, donc pas d'empathie. Cette carte de Messie, de héros qui a frôlé la mort ne fait pas effet auprès de ses opposants. Mais finalement, est-ce que le désespoir n'est pas grandissant ? On est toujours en train de marcher dans les rues de Milwaukee. Milwaukee, pour vous situer, c'est un bastion démocrate dans un État, le Wisconsin, plutôt républicain. Qui défile aujourd'hui ? Bien, il y a un peu de tout, mais il y a beaucoup des profils jeunes, très militants, très à gauche, évidemment, et énormément de causes à défendre. Il y a, vous le voyez sur les images de Philippine David, des drapeaux palestiniens, des pancartes qui réclament le cessez-le-feu, des pancartes, tiens, par exemple, on va lire celle de Lorraine. Vous voyez, elle vient pour protéger ces 7 droits, la démocratie, le climat, les droits des immigrés, des femmes. Bref, elle nous a expliqué tout à l'heure, effectivement, qu'il y a tellement de causes à défendre, que ça agrège tellement de gens ici qu'on peut voir tout autour de nous des pancartes qui demandent toutes à ne pas élire Donald Trump parce que ce serait pire que le mal. Mais c'est vrai qu'on peut aussi quand même voir qu'il y a beaucoup de demandes de ne pas voter pour Donald Trump, mais vraiment pas en creux une envie particulière de Joe Biden ici dans cette frange que l'on sent très politisée. Beaucoup de bruit sous les fenêtres de cette convention républicaine qui commence aujourd'hui. Pas tant de monde que ça. C'est même Lorraine tout à l'heure qui me disait qu'elle pensait qu'il y aurait plus de monde. En tout cas, ceux qui sont venus ici sont très déterminés à expliquer que Donald Trump est une mauvaise chose pour la démocratie américaine. Merci beaucoup Clémence Dibou en direct de Milwaukee. Ulysse Gosset, dans le camp démocrate, Joe Biden semble plus fragilisé que jamais. Ils sont dans une phase, je dirais, d'attente, parce que avec la tentative d'assassinat de Trump, c'est difficile d'attaquer le candidat républicain. Il faut laisser au moins une période de latence qui leur permette de trouver une stratégie. Et ils attendent pour cela de savoir ce que va dire Donald Trump à la convention. On va voir si c'est un discours de recentrage qui va permettre de lui donner un nouveau visage, une sorte de métamorphose de Trump qui était considéré comme effectivement quelqu'un de très radical. Est-ce qu'il va lancer un appel à l'union en Amérique après l'attentat dont il a été victime, ou bien est-ce qu'il va poursuivre sur sa ligne radicale? En fonction du discours de Trump, les démocrates vont réagir. Mais pour l'instant, ils ont arrêté de diffuser des spots publicitaires de campagne pour ne pas... C'est-à-dire que la campagne de Biden est en pause. Elle est en pause. Il a reporté un meeting au Texas. Kamala Harris, la vice-présidente, également a reporté un meeting qui devait avoir lieu en Floride. Ils observent ce qui se passe et ils ont bien compris que la campagne électorale était complètement bouleversée, transformée par ce qui s'est passé samedi. La question qui se pose, c'est quelle peut être la réponse à Donald Trump, qui apparaît insubmersible aujourd'hui. Non seulement il a échappé à l'attentat, mais les juges lui donnent finalement les moyens d'échapper aux décisions judiciaires, au moins pendant un certain temps, et peut-être pour toujours, même s'il peut y avoir des appels. Et donc, ça fait qu'ils sont face à un candidat qui est marqué par une sorte de halo de chance et mystique, si vous voulez. Un candidat qui marche sur l'eau, quasiment en ce moment. Presque. Mais la question, c'est de savoir si Trump vraiment a changé au point de mettre un terme à ces diatribes contre les démocrates. Il faut pas qu'il oublie les militants, parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de messages demandant à Trump de poursuivre sur cette voie radicale et lui demandant de donner le feu vert pour passer à l'action aussi. Donc il faut qu'il fasse attention à son électorat pour ne pas trop le déstabiliser, même si tout le monde a compris qu'on était dans une phase nouvelle. Donc il y a aussi autre chose qui est importante pour les démocrates, c'est que ce soir, Joe Biden accorde une nouvelle interview à la chaîne de télévision NBC cette fois. Et là, on va voir un petit peu quelle sera la réponse de l'actuel président à tout ce qui s'est passé, expliquer l'attentat, certainement s'interroger sur la faille du Secret Service, des services de sécurité, et
peut-être surtout sur quelle est sa stratégie à lui pour aller jusqu'en novembre prochain. On comprend que Joe Biden se retrouve dans une position délicate, que ses arguments face à un Donald Trump dangereux sont ce soir et les prochains jours inaudibles. On se souvient aussi au cours de la journée de cette image forte, Fear not, n'ayez pas peur. Le ton se veut aussi combatif du côté du camp républicain avec Donald Trump. Oui. La question est sur la stratégie des démocrates. Non, des républicains. Non, des républicains. Bah, pour les républicains, il y a qu'un seul candidat, c'est Trump. C'est Trump qui peut gagner, c'est Trump qui peut perdre. Donc c'est déjà plié. Ils ont cloué le bec. C'est jamais plié avant le jour de l'élection. Bien sûr. Il y a une légère avance, on va dire. Une légère avance. C'est vrai que la période est très favorable aux républicains. Absolument. Et à Donald Trump en particulier. Mais attendons quand même le scrutin. Bien sûr, non, mais c'est pour eux aujourd'hui, le problème viendra pas en court terme de Biden. Le problème va venir de Trump si jamais il rate l'occasion, si jamais il fait encore des tweets improbables avec des lettres majuscules à 3 heures du matin qui laissent tout le monde perplexe. Et donc il a l'avantage, il a les vents en poupe, il est en train de transformer l'union en communion. Tout joue pour lui, même des choses improbables arrivent, tombent tous les jours des bonnes nouvelles, et les mois de juin étaient très mauvais, il a perdu un procès, c'était assez mal passé pour lui, et là c'est miraculeux, Donc pour le moment, c'est lui qui peut gâcher sa propre fête. Oui, vous nous avez parlé d'un candidat transformé, Donald Trump, depuis cet événement, cette tentative d'assassinat, qui se veut désormais rassembleur, avec des discours d'apaisement. Il est capable de tenir cette posture, Élise Gosset ? Oui, il peut le faire et il aurait raison de le faire parce que ça serait la meilleure façon d'agréger autour du Parti républicain tous ces Américains qui hésitent encore. Il y a 25% d'Américains qui ne savaient pas, il y a encore la semaine dernière, pour qui voter en novembre. Trump a déjà annoncé qu'il avait réécrit le discours qui lui avait été soumis, un discours qui était très dur, très radical, qui avait des mesures sociales très impopulaires, notamment pour les personnes âgées, les seniors, les retraites, également pour les vétérans, 8 à 9 millions de vétérans, ça fait beaucoup d'électeurs. Et donc il a dit, je vais réécrire ce discours qui ne me correspond pas ou qui ne me correspond plus. Et effectivement, je pense que humainement, l'homme a changé. Quand on échappe à la mort d'aussi près, on change, on subit un choc psychologique indéniable. Et il a changé probablement. La question, c'est est-ce il a changé durablement ou est-ce que le naturel va revenir au galop? Mais dans la période actuelle, il a tout intérêt à jouer les rassembleurs, à jouer le centre. Toutes les élections américaines se sont gagnées au centre. Sauf quand Donald Trump est arrivé, où là, il a forgé une masse d'électeurs extrêmement radicale et déterminée, qui lui a permis d'être élu pour la première fois en 2016. Même si Hillary Clinton, il faut le rappeler, avait eu plus de voix que lui. C'est-à-dire que le vote populaire était démocrate, mais c'est finalement Donald Trump qui l'a emporté. Donc, il a intérêt, pour gagner le maximum de voix, à rassembler autour de lui. Et compte tenu de ce qui s'est passé, vous savez, pour les Américains, il y a quand même ce fantôme de Kennedy qui hante la mémoire. Teddy Roosevelt en 1912, qui est aussi candidat à la présidence et qui est victime d'un attentat, et qui a une balle dans le thorax et qui continue quand même à faire son discours jusqu'au bout et qui devient une forme de héros, mais il ne sera pas élu. Il ne sera pas élu. Attention. C'est aussi Ronald Reagan, qui est victime d'un attentat et qui est blessé, mais qui se relève et dont la cote de popularité explose à ce moment-là. Donc Trump est dans cet état d'esprit-là et ses conseillers, il faut le remarquer, sont beaucoup plus professionnels, moins agités, moins radicaux que lors de la première campagne. Et ça fait qu'il y a un ensemble qui pourrait permettre à Donald Trump, s'il suit les conseils les plus avisés, et bien finalement de marquer cette convention par un recentrage qui lui sera favorable en novembre. Est-ce que ce message de paix aura l'effet escompté auprès de ces militants, comme vous le disiez, Élise Gosset, les plus radicaux? Alors c'est le risque, effectivement. On se souvient de l'assaut contre le Capitole. Il est clair que si Trump aujourd'hui disait... Là on n'était pas dans l'apaisement. Non, mais justement, c'est un peu la contradiction, vous savez, fondamentale de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Trump, avant l'attentat, était un peu l'homme
même si on peut m'accuser de caricature, mais l'homme des diatribes, de la violence, qui était une menace pour la démocratie américaine et ses fondements. Il faut quand même rappeler qu'il n'a jamais reconnu le résultat de l'élection de Joe Biden et qu'il considère qu'il est le vainqueur. Donc c'était l'homme un petit peu, si vous voulez, qui faisait peur au monde et à l'Amérique. S'il réussit à transformer cette image et qu'il finalement est adoubé par beaucoup d'Américains, non seulement les évangélistes, mais aussi les radicaux, les républicains moins radicaux, etc., eh bien, il peut arriver à surmonter les difficultés et se forger une nouvelle image. C'est tout l'enjeu de cette convention. On verra si jeudi soir, lorsqu'il prononcera son grand discours, eh bien, il ira dans ce sens. Bon, pour le moment, il surjoue le miraculé Donald Trump. On revoit ces images où il se relève, le poing levé, immédiatement après avoir été touché à l'oreille par cette balle. Gilles, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'il en fasse trop sur ce plan-là? Toujours. Mais je pense qu'il est... Il a des instants. C'est un homme de show business, c'est un homme de télé. Il a beaucoup d'expérience et il faut dire que son audience ne va pas lui tenir rigueur s'il en fait un peu trop. Donc je pense que de ces côtés-là, on peut pas avoir beaucoup d'inquiétude. Mais ces images restent stupéfiantes. Yves Gosset, il a quand même la présence d'esprit, après avoir été frôlé par une balle, de se relever, de savoir qu'il y a des caméras du monde entier, des photographes, de brandir ce poing levé et d'être immédiatement dans une forme de combat. Oui, parce que Donald Trump est un combattant, est un warrior, comme disent les Américains, et il a un instinct politique extrêmement extraordinaire, on peut le dire. J'écoutais tout à l'heure sur une chaîne américaine un élu de républicain qui le comparait à un joueur de football américain, un quarterback. Vous savez, c'est le joueur qui va aller marquer. Celui qui est à l'avant. Voilà. Et donc, il disait, ce républicain, Donald Trump, c'est notre quarterback, c'est notre joueur excellent qui va nous amener à la victoire en novembre et qui va emmener l'Amérique sur la bonne voie. Donc, il a cette image-là depuis l'attentat manqué contre lui. Et donc, effectivement, ça peut avoir un effet inverse sur les plus radicaux de ces militants dont vous parliez tout à l'heure, parce que eux, ils attendent un Trump qui bouscule l'État fédéral, qui veut se détruire l'État profond, c'est-à-dire en fait les services de renseignement, les bureaucrates de Washington, oui, etc. l'exècre. Voilà, et dont ils aimeraient voir la disparition. Et ces gens-là risquent d'être déçus par le nouveau Trump s'il se révèle ainsi. Mais néanmoins, dans les urnes, eh bien c'est le nombre qui fera la différence. Et on verra si ce nouveau Trump aussi, combien de temps ça va durer, en tout cas jusqu'à cette convention républicaine, jusqu'à jeudi. Restez sur BFM News, on continue de parler, d'évoquer cette convention républicaine à Milwaukee, au Wisconsin, où Donald Trump est attendu, en tout cas espérer en miraculer. Les foules sont déjà présentes et galvanisées, plus rassembleurs pour marquer un tournant dans la suite de cette campagne présidentielle affaiblissant. On l'a vu avec nos spécialistes, davantage Joe Biden. On décrypte cet événement historique qui s'annonce d'ores et déjà historique avec nos invités spécialistes. À tout de suite. Merci de nous retrouver en direct sur BFM TV. On continue d'évoquer cette convention républicaine à Milwaukee aux États-Unis. Une grande messe qui a lieu après cette tentative d'assassinat qui a visé Donald Trump ce week-end, qui bouleverse la campagne américaine. Et on est toujours avec nos invités et spécialistes sur ce plateau. Et sans plus tarder, on va aller en direct à Milwaukee. On retrouve Thierry Arnaud, l'un de nos envoyés spéciaux sur place. Thierry, après les événements du week-end, cette convention républicaine s'annonce comme un triomphe programmé pour Donald Trump. Oui, le triomphe programmé du miraculé, du héros Donald Trump qui sera accueilli ici peut-être dans quelques heures. Il y a beaucoup de suspense au moment où je vous parle sur l'emploi du temps de Donald Trump, sur ses intentions pour la journée, pour les prochaines heures, sur l'éventuelle annonce par l'ancien président et candidat républicain de celui qui sera son colistier, c'est-à-dire son candidat à la vice-présidente. Il semble que le nom de J.D. Vance, qui est sénateur de l'Ohio, soit en train de se dégager. En tout cas, c'est un peu la rumeur qui court ici comme le favori, mais rien
n'est annoncé, rien n'est officiel pour l'instant. En tout cas, vous le voyez sur ces images de Médéric Soltani. Cette convention, elle est désormais en cours, elle est lancée avec la prise de parole de Michael Whatley, qui est le président du Parti républicain. C'est un peu une assemblée générale, hein, c'est assez formel. Là, on est un peu dans la partie procédure, on adopte des résolutions, on voit se succéder les prises de parole, mais évidemment, ce que tout le monde attend ici, c'est la venue de Donald Trump, et ce sera un triomphe énorme parce que tous les militants, les délégués auxquels on a pu parler depuis ce matin ici, ils ont en commun une grande fierté sur leur candidat, sur sa réaction au moment où il a été la cible de cette tentative d'assassinat. Et évidemment, c'est un triomphe qui va lui être fait dès qu'il entrera dans cette scène, dans cette grande salle de la Convention républicaine de Milwaukee. Thierry Arnaud pourrait donc peut-être connaître ce soir le choix du vice-président avec lequel Donald Trump compte se présenter. Mais depuis cette tentative d'assassinat, on le voit, on le sent, Donald Trump apparaît transformé et rassembleur avec des discours d'apaisement. Et la question qui se pose aussi, c'est jusqu'à quand ? Oui, bien sûr. Alors tout a changé pour l'instant, s'agissant de Donald Trump et de la manière dont il envisage la suite de cette campagne et surtout cette convention républicaine. Vous l'avez dit, il raconte dans les interviews qu'il a accordées depuis samedi soir qu'il a tout changé au discours très attendu qu'il doit prononcer jeudi. C'est à ce moment-là, jeudi en fin de journée, qu'il acceptera officiellement la candidature d'être le représentant du Parti républicain à cette élection présidentielle. Ça devait être un discours très politicien, très combatif, très clivant sur les thèmes qui lui sont chers, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, par exemple, qui sont les deux thèmes essentiels de sa campagne. Au lieu de ça, ça sera un appel à la paix, au rassemblement et à l'unité du peuple américain. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre ça dans la bouche de Donald Trump, et donc on se demande si ça tiendra très longtemps. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que cette occasion est offerte à Donald Trump de lui permettre de prendre de la hauteur d'un point de vue politique, de changer de discours et puis d'aller chercher au fond pas tous ceux qui sont là dans la salle, parce que tous ceux qui sont là dans la salle, ils sont acquis à Donald Trump, bien sûr. Ce qui est important pour lui à ce stade, c'est ceux qui vont suivre à distance cette convention républicaine, ceux qui vont la regarder à la télévision, ceux qui hésitent encore sur leur intention de vote pour le 5 novembre. Et s'il arrive à projeter cette image d'un candidat plus posé, plus modeste, plus modéré, plus rassembleur, eh bien ça pourrait lui donner un avantage décisif à l'élection présidentielle du 5 novembre. Tout ça dans un contexte très particulier, Thierry, parce que Donald Trump a également connu une énorme victoire judiciaire aujourd'hui, puisque la justice américaine a décidé d'annuler la procédure qu'il concernait pour rétention de documents classifiés. Ces documents qu'il était accusé d'avoir pris à la Maison-Blanche et ramenés chez lui dans sa maison de Floride. Et c'est donc une menace de procès qui s'effondre pour lui. Oui, effectivement, et vous avez raison, c'est très important. Évidemment, il s'en est réjoui aussitôt, Donald Trump. C'est l'un des 4 procès au pénal qui le menaçait jusqu'ici, avec potentiellement une condamnation qui aurait pu être très grave. Mais il y a eu un vice de procédure dans la nomination par l'administration Biden d'un procureur indépendant pour organiser les poursuites contre Donald Trump. Et même si les faits qui lui étaient reprochés sont très graves, c'est-à-dire effectivement d'avoir entassé, d'ailleurs dans des conditions de sécurité très contestables dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride, de très nombreux documents confidentiels, classés secret d'État, ne les avoir pas bien protégés, les avoir même dissimulés au moment où le FBI faisait une perquisition, eh bien tout ça est tombé et c'est une épée de Damoclès qui se lève. Donald Trump va pouvoir à nouveau clamer, comme il le fait depuis le début, qu'il n'était que persécuté par une justice partisane et incompétente. Donc c'est une bonne nouvelle de plus pour le candidat républicain dans ce contexte, évidemment, et il ne va pas manquer de s'en réjouir dans cette salle, comme il l'a fait sur les réseaux sociaux depuis quelques heures maintenant. On vous fait vivre le début de cette convention républicaine avec Thierry Arnaud. Merci beaucoup, envoyé spécial BFM TV depuis Milwaukee. Nos invités également et spécialistes en plateau. Guillaume Fard, consultant police-justice BFM TV. Le secrétaire à la sécurité intérieure dénonce un échec sécuritaire. Quelles ont été ces failles ? Bon, il y en a au moins 3. Il y a une faille sur la protection périmétrique, il y a une faille sur la détection du tireur. Il y en a peut-être même une sur la réaction du Secret Service au moment où Donald Trump est blessé puis à terre. En tout cas, sur la première, qui est la sécurité périmétrique, on voit depuis maintenant quelques heures les uns et les autres se renvoyer la balle. La police de Pennsylvanie dire mais non, mais en fait tout cela appartient au Secret Service. Le Secret Service dire mais en fait la police locale
aurait probablement dû faire davantage. Ce qui est en cause, c'est la sécurité de ce bâtiment où se trouvait le tireur, qui est situé environ à 150 mètres et qui ne semblait pas bénéficier de mesures de sécurité périmétrique suffisantes. C'est-à-dire, en clair, l'interdiction de la circulation des véhicules, les fouilles de véhicules, le contrôle des identités, la surveillance du bâtiment pour qu'on ne monte pas sur le toit. Il semblerait d'ailleurs, selon ce que rapportent certains médias américains, que au moins deux policiers de la police locale aient réussi à voir le tireur sur le toit et essayer d'ailleurs de le faire descendre. Et après qu'il les aurait menacés avec son arme, il a ouvert le feu sur Donald Trump. Mais dans tous les cas, même s'ils étaient effectivement parvenus, comme le disent certains médias américains, à le détecter, c'était beaucoup trop tard. Est-ce qu'une sorte de routine, le fait de déléguer ou peut-être de se relâcher, peut avoir eu des conséquences sur cette défaillance? Déléguer aux polices locales, c'est l'usage. Les États-Unis sont un État fédéral. Des meetings comme ceci, il y en a très fréquemment, a fortiori en période de campagne électorale pour la présidentielle américaine. Donc, on se repose sur des polices locales pour mettre en place des dispositifs de sécurité, ça n'est pas anormal. Pareil en France, même si nous on n'est pas un État fédéral, quand il y a des déplacements du président de la République, la sécurité de la présidence s'appuie évidemment sur les forces de l'ordre présentes localement. Maintenant, ce qui compte, c'est de contrôler leur action. C'est ce qu'on appelle le principe du menant concurrent. Il y a une force menante, il y a une force concurrente. Le Secret Service est menant, évidemment. Ils ont la charge de la protection du président. Les polices locales sont concurrentes, donc il faut contrôler le travail. Si vous donnez un protocole précis et qu'il n'est pas appliqué, il faut vérifier que ça n'a pas été fait et demander à ce que cela soit mieux fait. Et là, ça n'a manifestement pas été le cas. Donc sur cette protection périmétrique, il y a un problème qui est peut-être partagé, mais qui revient quand même globalement au Secret Service. Et puis après, il y a le sujet de la détection. Les deux tireurs, en tout cas le tireur, le spotter du Secret Service, qui sont sur le toit, qui ont une mission d'observation, de détection et de contre-sniping, ceux-là, ils ne voient rien. Ou alors beaucoup trop tard. Mais est-ce que l'immeuble était suffisamment sécurisé, le toit également? Mais cet immeuble, il est placé à 150 mètres, donc il est dans un périmètre immédiat, et donc il y a un angle de tir possible. Donc pourquoi vous ne regardez pas dans cette direction? Et ça aussi, ça interroge. Et en cela, ce service, qu'est le Secret Service, qui donne des leçons au monde, à commencer par imposer un protocole de sécurité propre à la présidence des États-Unis partout où se déplace le président des États-Unis, en écrasant les pays partenaires, en leur disant c'est ou tous nos standards ou rien du tout. Et donc c'est toujours tous les standards. Bien, ce service a montré qu'il était faillible. Et que depuis 1981, à nouveau un président des États-Unis, même s'il n'est plus en exercice et candidat à redevenir président, peut être grièvement blessé. Et il s'en est fallu de peu, même qu'il ne meure. Et donc, en cela, ce service, qui est le Secret Service, va vivre avec ce fait-là, qui est quand même une ombre à son tableau. Ça va être difficile, et même dans la relation à ses services partenaires, même si par courtoisie beaucoup de services partenaires ne diront rien, ils n'en penseront pas moins. Il y a clairement eu une faille dans leur protocole. Mais en un mot, il aurait clairement pu être tué au cours de cette attaque. Il bougeait la tête de 2 cm sur la gauche, sur la droite, c'était fini. S'il est en vie, c'est pas grâce au service de sécurité, c'est sûr. Ça c'est dit. Allez, restez avec nous sur BFM TV. On continue de suivre ce soir en direct la convention républicaine qui vient de s'ouvrir à Milwaukee dans le Wisconsin. Donald Trump est attendu sur place en héros, évidemment. On se demande s'il fera une apparition dans les prochaines minutes. On en parle et on analyse ces faits avec nos invités, nos spécialistes et nos correspondants sur place. À tout de suite sur BFM TV. 20h41 en direct sur BFM TV. Merci de nous retrouver pour suivre la convention républicaine à Milwaukee aux États-Unis. C'est cette semaine que Donald Trump va être officiellement désigné candidat du Parti républicain pour la prochaine présidentielle aux États-Unis après ces graves événements du week-end où l'ancien président a été très clairement visé par une tentative d'assassinat. Avec nous sur ce plateau, nos invités pour continuer à décrypter ces faits. Nous sommes avec Ulysse Gosset, spécialiste international ici à BFM TV, Gilles Miaeli, directeur de la publication de la revue Conflit. Avec vous, Guillaume Fard, consultant police-justice de BFM TV, on continue de s'intéresser aux questions de sécurité très précises qui se sont posées après cet événement. On se demandait tout à l'heure s'il y avait eu des failles, très clairement. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont mises très clairement en accusation ?
dans le camp de Joe Biden. Alors, dans le camp de Joe Biden, peut-être pas, même si le Secret Service est directement rattaché à la présidence américaine. Là, on est sur des considérations qui sont des considérations techniques sur le travail du Secret Service, avec un certain nombre d'enquêtes internes qui sont maintenant annoncées, d'audits. Est-ce qu'il y aura des réformes? Est-ce qu'il y aura des personnels qui finiraient par être mutés ou devoir quitter le service? Il est encore un peu tôt pour le dire. Mais en tout cas, c'est un service bouleversé. C'est un service en pleine introspection, de se dire mais qu'est-ce qui n'a pas été convenablement fait, qu'est-ce que nous avons manqué. Quand on vous confie la sécurité du président des États-Unis, sachant que ce service ne protège pas que le président des États-Unis, il protège de multiples personnalités politiques aux États-Unis, et que ce service rayonne dans le monde entier. Quand il se déplace à l'étranger, on voit toujours le président dans son véhicule avec ses hommes du Secret Service, leur armement. On l'a bien vu quand il est venu en France. Bien sûr, et on le reverra le 26 juillet prochain pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques quand Joe Biden va venir. Et donc tout ce protocole-là n'est pas négociable. Et les États-Unis en ont fait une fierté de dire qu'ils étaient capables de protéger leur président avec des moyens très importants, très conséquents, parce que la sécurité de leur président serait probablement plus importante que celle d'autres personnes dans le monde. C'est ça aussi l'image qui est renvoyée. Et en disant que rien n'est jamais négociable à l'étranger, qu'il faut tout le temps être intraitable, c'est aussi afficher un certain rang et une certaine image de soi-même. Bon ben là tout est écorné, tout est déchiré, c'est-à-dire qu'on montre que on n'est pas capable dans une ville mineure de Pennsylvanie de protéger un ex-président des États-Unis candidat à sa succession en pleine campagne électorale. C'est ça le message. Et donc pour un service qui se veut un service de dimension mondiale et qui a une certaine idée de ses compétences, c'est perdre de sa superbe, très clairement. Oui. Pour essayer de comprendre comment ça a pu arriver justement, ces failles dont vous parlez, Guillaume Fard, on va voir comment ces professionnels de la sécurité travaillent concrètement. Les équipes de Ligne Rouge ont suivi un sniper du raid lors de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, donc chez nous, en France. On va voir ce document et vous nous direz s'il y a effectivement des parallèles à faire entre les méthodes françaises et les méthodes américaines. Regardez. Sur le Vieux-Port, les spectateurs continuent d'affluer. Dans la plus grande discrétion, Sébastien, le sniper du raid, s'installe sur un toit. Donc on met en place le spotter. Moi je m'occupe du fusil sur le trépied. Ok. Nous, ici, on fait de l'anti-sniping. Donc en fait, nous, ça va être vraiment les fenêtres. Donc notre zone à nous, aujourd'hui, donc ça va partir de l'angle des bâtiments jusqu'à l'hôtel qui se trouve à peu près l'hôtel Bellevue, vers là-bas. Donc en fait, là, on va surveiller essentiellement le toit, les fenêtres. Pour tout tireur qui viendrait se présenter aux fenêtres, pour tirer soit sur la foule, soit sur une autorité. Samaritaine, 160 mètres, Bellevue, 280. Ouais, PC laser, Omega 4, mise en place terminée, RAS. Pour cet extrait d'un documentaire que vous pourrez retrouver dès vendredi sur notre plateforme RMC BFM Play. Guillaume Fard, à la vue de ces images, est-ce qu'on peut vraiment faire un parallèle entre les unités d'élite françaises et les américaines? On peut. D'ailleurs, il faut dire que ces images ont été tournées à Marseille. Moi, j'ai eu l'honneur de travailler avec les équipes de Ligne Rouge sur ce documentaire en question. Et c'était le 8 mai, quand la flamme olympique arrivait sur le Vieux-Port, le président de la République était là, avec d'autres personnalités. Partant de là, le RAID avait déployé un dispositif très important de surveillance des toits, de surveillance des fenêtres, en fait, de contre-sniping. Et ce qu'on a vu là, c'est exactement comme travaillent toutes les unités de contre-sniping dans le monde. C'est deux personnes, c'est un binôme. Il y a le tireur, son spotter, donc celui qui a des jumelles qui grossissent 60 fois, qui surveille, qui regarde. On leur désigne une zone avec un angle de tir qui est généralement délimité par des axes. Ça peut être des rues, ça peut être des voies, ça peut être des routes. Et ils regardent toutes les fenêtres et surtout tous les toits dans un périmètre donné. Ce qui fait que si quelqu'un surgit sur le toit, logiquement, vous devez le voir, sauf à être déconcentré ou ne pas regarder, mais sinon, vous devez le voir. Et donc, la question qui se pose au regard de ces méthodes qui sont quand même des méthodes relativement standardisées, internationales, qui font qu'il y a même des compétitions internationales de tireurs de haute précision. Certaines se déroulent aux États-Unis et certains des tireurs du RAID ont pu remporter des épreuves d'ailleurs. Et donc, alors qu'il y a ces standards-là qui sont assez universels au fond, on ne comprend pas bien pourquoi le binôme qui était posté sur le toit au meeting de Donald Trump ne voit rien.
ne détectent rien sur ce toit. Et pire, c'est que quand ils finissent par détecter, on a le sentiment qu'il y a ce mouvement de recul du tireur du Secret Service qui doit changer le trépied de position, comme s'il devait réajuster son arme, comme s'il surveillait pas au bon endroit. Et ça aussi, ça interpelle, parce que normalement, une fois que l'arme est posée, vous bougez plus vraiment. Hein. Et d'ailleurs, on le voit bien, nous, dans notre documentaire, BFM TV, comment le RAID travaille à Marseille. C'est extrêmement millimétré. Et moi, ce que j'ai pu observer sur place avec les équipes de Ligne Rouge, Jérémy Père, Étienne Grelet, qui a tourné ces images, c'est que quand le président de la République arrive sur le Vieux-Port, mais les hommes du RAID, il n'y a pas un toit qui leur échappe. C'est une faute professionnelle de manquer un toit. Et ces images sont extrêmement rares. Hein. Oui, très précieuses. Et on remercie d'ailleurs le RAID de nous avoir permis de les réaliser. Je voulais faire intervenir Gilles Mialet sur cette question. Guillaume Fard disait que justement, normalement, dans ces conditions-là, aucune faille ne doit être échappée quand on sécurise un président. Oui, aujourd'hui, on est tous Kevin Costner et d'autres stars. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier de défense. C'est-à-dire que c'est l'attaquant, l'assassin, qui a l'initiative. C'est lui qui choisit le temps, l'endroit et la méthode. Face à lui, il y a des gens qui, pendant des années, ils sont sur la défensive. Ils savent pas, ça va arriver aujourd'hui, ça va arriver dans 5 minutes. C'est ma première journée sur le travail, c'est ma dernière journée. Avant la retraite, j'ai quelqu'un de nouveau, j'ai mal au ventre, il y a du soleil, etc. Donc, c'est le premier ennemi de tout cela, parce qu'ils sont tous très très bien formés, et si on fait un exercice, ça se passe presque toujours très très bien. Le problème, c'est la routine. On les fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le deuxième problème, c'est qu'ils sont pas seuls sur le terrain, et chaque fois qu'il y a concertation entre 2 forces, ça, c'est un point faible. Mais on sait aussi la exemple, stratégie sur les champs de bataille, où est-ce que le général va attaquer entre 2 divisions ennemies. Il va chercher l'endroit entre les deux. Et donc, entre le service secret et la police locale, entre les shérifs, etc., c'est là où il peut y avoir la faille. Et tous les services que je connais sont très, très compétents. Ils choisissent les gens très bien, ils sont très, très bien entraînés. Mais après, il faut être aussi alerté la énième fois que la première fois. Et ça, c'est très, très difficile. Bon, et 2 jours après cet événement majeur de la campagne présidentielle américaine, cette tentative d'assassinat contre Donald Trump, le parti républicain ouvre dès aujourd'hui sa convention républicaine. Il s'agit de désigner donc officiellement Donald Trump comme le futur candidat du parti. On va retrouver sur place Benoît Ballet, car la convention a commencé il y a quelques instants. Et dans quelle ambiance a-t-elle commencé, Benoît ? Écoutez, une ambiance très festive, hein. Ça y est, effectivement, la grand-messe a terminé. Regardez sur les images de Marjorie Marcillac, cette liesse, véritablement. Alors, ce ne sont pas des interlocuteurs de premier rang, hein, qui défilent, mais voilà, la convention s'est ouverte. On est dans une salle qui peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Alors, la salle n'est pas comble, mais à vue de nez, je pense qu'il y a déjà plusieurs milliers de participants, plusieurs milliers de républicains qui sont venus là, qui sont venus ici pour encourager, pour soutenir leur candidat Donald Trump, et pas n'importe quel candidat, un ancien président qui a été victime d'une tentative d'assassinat samedi. C'est d'autant plus important, et c'est évidemment dans toutes les têtes. On attend une annonce très importante de Donald Trump. On ne sait pas s'il la fera depuis la scène ou sur son réseau social. C'est l'annonce de son vice-président, de sa vice-présidente, savoir quelle est la personne qui l'accompagnera sur les bulletins de vote à côté de son nom. Quelle est la personne qui pourrait être en novembre prochain vice-président, vice-présidente, si Donald Trump venait à être élu. Alors il y a une personne qui tient la corde, elle s'appelle J.D. Vance. C'est un jeune sénateur de 39 ans, sénateur de l'Ohio, qui s'est fait connaître par un livre qui a eu énormément de succès, et puis après il a rejoint la politique, dans un premier temps plutôt opposé aux idées de Donald Trump, et maintenant c'est un fier défenseur du mouvement MAGA, Make America Great Again, et d'ailleurs un ami du fils de Donald Trump, Don Jr. Donc on va suivre cette annonce tout à l'heure avec beaucoup d'attention, et effectivement cette fête ici à Milwaukee dans le Wisconsin a bel et bien commencé avec plusieurs milliers de militants républicains qui sont ici pour plusieurs jours, 4 jours. Ça se terminera jeudi avec le discours d'investiture de Donald Trump.
Benoît Ballet, on voit effectivement ces images de foule, cette ambiance digne d'un concert avec une foule galvanisée, chapeau de cow-boy, drapeau américain en trombe. À quoi on assiste depuis le début de cette convention, vous qui assistez depuis le début, depuis Milwaukee? Alors écoutez, il y a eu un moment déjà assez émouvant, pour ne pas dire spectaculaire, en tout cas assez intense. Il y a eu un moment de silence qui a été respecté par la totalité de la salle, un moment de silence en mémoire des victimes de ce meeting, hein, vous savez, de cette personne qui a donc, de ce jeune homme de 20 ans qui a tiré sur Donald Trump et qui a tué une personne, qui en a blessé 2 autres grièvement. Ensuite, on a assisté à un autre moment assez étonnant. Un prêtre orthodoxe a béni la convention républicaine dans laquelle nous nous trouvons. Et puis depuis, écoutez, il y a différents intervenants. Il y a eu des votes procéduraux dans cette convention, un ordre du jour qui a été validé, et puis différents intervenants. Il faut savoir que cette convention républicaine va durer 4 jours et que à chaque jour, il y aura un thème différent. Rendre à l'Amérique sa richesse, rendre l'Amérique plus sûre, rendre l'Amérique plus forte, et puis rendre à l'Amérique sa grandeur, le fameux MAGA, Make America Great Again, qui a porté Donald Trump en 2016, ce slogan qui revient donc en 2024, et aujourd'hui donc le thème rendre l'Amérique plus riche. Divers intervenants, qu'ils soient politiques ou du monde de l'économie ou bien des stars, des chanteurs, vont donc défiler et communiquer à ce sujet. On suppose évidemment que cet épisode, que cette tentative d'assassinat de Donald Trump apparaîtra dans de nombreux discours. Merci beaucoup Benoît Ballet, on vous retrouve un petit peu plus tard et on a bien vu le slogan de Donald Trump sur la casquette de ce supporter. Nous sommes maintenant en ligne avec Stéphane Bureau, vous êtes notre consultant États-Unis pour cette campagne électorale. À la vue de ces images qu'on vient de voir, cette foule galvanisée, on se demande si l'élection n'est pas tout simplement pliée. Est-ce que c'est votre analyse aussi? Est-ce que Donald Trump a déjà gagné la présidentielle? Je vous dirais que dans quelques semaines, quand nous verrons les premières images de la convention démocrate, on pourrait se poser les mêmes questions. Parce qu'évidemment, ils veulent toujours donner l'impression d'être en train de la gagner, cette élection. Or, c'est peut-être un peu vrai en ce moment, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Peut-être que c'est plié pour Monsieur Trump. Je n'aime pas ce genre de prédiction parce qu'en politique, et on le voit depuis quelques semaines, les choses peuvent rapidement changer. Mais c'est vrai qu'il arrive chargé, il est turbo-boosté, pardonnez l'expression, avec ce début de convention républicaine, parce qu'il s'est passé ce week-end. Alors évidemment, on est passé à un cheveu, sans jeu de mots, de la catastrophe, mais ça lui donne une image évidemment de miraculé, vous l'avez souvent souligné. La Cour suprême, qui aujourd'hui, il y a quelques jours, lui a donné cette immunité partielle qui change le cours de son destin devant les tribunaux. Une juge en Floride aujourd'hui qui dit que le procureur spécial dans l'affaire des documents confidentiels n'est pas légitime et donc décide de rejeter ce procès. C'est beaucoup de bonnes nouvelles et autant de carburant pour Donald Trump dans les circonstances. On verra qui il choisit comme co-listier ou co-listière. On voit que la liste va diminuant puisque un des favoris pressentis, Marco Rubio, sénateur de la Floride, ne serait plus dans le peloton de tête. Et de plus en plus, on parle effectivement, comme Benoît Ballet le disait, de J.D. Vance, ce sénateur de l'Ohio, pugnace, 39 ans. C'est certainement une logique peut-être j'en parlais un peu plus tôt sur un des plateaux, et vous me pardonnerez l'expression, mais d'une dynamique de bon cop, bad cop, bon flic et moins bon flic, où Trump peut-être se positionnerait de manière un peu plus soft. C'est ce qu'on risque d'entendre jeudi, la posture présidentielle, où il va prêcher une certaine forme de réconciliation peut-être, faire diminuer la température politique ambiante, et où J.D. Vance, qui lui a certainement une énergie différente, pourra incarner la ligne de M. Trump, celle qu'on connaît depuis longtemps, même si, il faut le dire, ça a été souligné au départ en 2016, ce n'était pas un fan de M. Trump, c'est quelqu'un qui s'est rallié au mouvement MAGA dans les dernières années, appuyé par Donald Trump lorsqu'il s'est présenté aux élections en 2022. Une campagne très difficile qu'il a emportée, mais c'est une grosse vedette et qui, je pense, parle beaucoup à cette Amérique qu'allait justement voir Donald Trump en Pennsylvanie samedi. C'est
déplorable, et je mets des guillemets, c'est l'expression qu'avait employée malhabilement Mme Clinton en 2016, ce qu'on appelle aussi le white trash. Donc, c'est blanc, déplorable, déclassé, anciens ouvriers dans la Rust Belt, les zones industrielles des États-Unis, qui sont pour beaucoup aujourd'hui derrière Donald Trump. Et c'est le monde duquel vient J.D. Vance. Alors évidemment, parce que c'est une histoire à l'américaine, comme on les aime aux États-Unis. C'est le rêve américain, parti de rien. Il a fait fortune dans le monde de la finance, des mémoires qui ont eu publiées en 2016, qui ont eu un énorme succès et qui ont eu un énorme succès aussi auprès d'une certaine bien-pensance qui aujourd'hui désavoue totalement J.D. Vance. C'est un personnage considéré même comme toxique. Mais je pense que dans une logique binaire où M. Trump pourrait se mettre au-dessus de la mêlée, il y a possiblement là une association intéressante. Merci beaucoup Stéphane Bureau. Évidemment, on continue d'en parler avec vous, mais je voulais revenir aussi sur cette convention républicaine, Ulysse Gaucier, qui intervient dans un contexte particulier du coup pour les services de sécurité. Plusieurs voix demandent la démission de la patronne. Oui, en fait, le Secret Service, comme on dit aux États-Unis, est sur la sellette parce que plusieurs dirigeants de la Chambre des représentants, effectivement, veulent des réponses aux questions posées sur les failles qu'on a présentées tout à l'heure. Effectivement, le rôle du Secret Service, c'est d'empêcher que le tireur puisse tirer avant qu'il ne l'ait fait. Et donc, l'échec est total. Et d'ailleurs, l'un des patrons de la sécurité aux États-Unis a décidé de dire clairement les choses. Oui, c'est un échec. Et pourtant, c'est un démocrate. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cet échec? Biden a demandé une commission indépendante. Et donc, la personne qui est aujourd'hui visée, c'est la directrice du Secret Service. C'est une femme qui a été nommée par Joe Biden en 2022. Ce n'est pas n'importe qui, c'est une dame qui a passé 25 ans de sa vie dans les Secret Service, donc elle a franchi tous les échelons, et elle a été nommée par Biden en 2022 pour essayer de réformer les Secret Service et de le faire mieux fonctionner. Après l'assaut contre le Capitole, dont vous vous souvenez, ces milliers de gens qui forcent les portes du Congrès, qui pénètrent, ça a été un fiasco absolument total. Donc cette dame, Kimberly Chittle, a été nommée par Biden et elle n'a pas vraiment réussi puisqu'il y a cet échec patent. Avec un mort et 2 blessés, on le rappelle. Et surtout un candidat à la présidence qui est victime de l'attentat. Heureusement, il est seulement blessé. Donc les représentants américains, les parlementaires américains demandent des comptes et cette dame, la directrice du Secret Service, est convoquée le 22 juillet prochain au Congrès, justement pour témoigner. C'est la première décision. Est-ce qu'elle sera limogée ou pas? Il est peu probable que Biden le fasse avant le mois de novembre prochain, parce que c'est quelqu'un qu'il a nommé, et il a besoin de sa fidélité et de sa confiance, compte tenu de l'importance de son rôle. Mais néanmoins, ça sera difficile à Joe Biden de résister à ces attaques, parce que les républicains sont persuadés, en réalité, qu'il y a dans ce service secret des gens qui n'ont pas fait leur boulot. En tout cas, il y a besoin de faire la lumière sur cette tentative d'assassinat qui ouvre aussi la voie à toutes les théories du complot imaginables en ce moment. On y reviendra. On s'intéresse donc ce soir à la campagne présidentielle américaine sur BFM TV. Ouverture de la convention républicaine avec Donald Trump très attendu sur place après donc cette tentative d'assassinat. Et depuis cet événement, Jenna, l'Amérique s'interroge. Absolument, l'Amérique s'interroge puisque quelles ont été les motivations du jeune tireur? Y a-t-il eu des failles dans le dispositif de sécurité? Mais au-delà de ces questions, un constat s'impose, l'incroyable capacité de l'ancien président américain à survivre à ces épreuves. Ni les balles, ni les poursuites judiciaires, ni les condamnations d'entrave son irrésistible reconquête de la Maison-Blanche. C'est ce qu'on va justement découvrir dans notre documentaire réalisé par les équipes de Ligne Rouge pour BFM TV. Donald Trump, le survivant, une enquête signée Stéphane Zenati et Jérémy Normand. On regarde et on se retrouve juste après.